bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe Défi au Parlement bruxellois. Et la semaine dernière, c'était samedi déjà, dans la Libre, vous vous êtes montré avec Renaud Duquesne, qui est un Liégeois, qui est candidat tête de liste pour la Chambre à Défi. Et vous êtes luclois, et tous les deux, finalement, vous avez évoqué une idée qui est peut-être pas inintéressante, c'est une coprésidence à Défi, un peu comme chez Écolo, un Wallon, un Bruxellois, pas de femme, mais en tout cas un Wallon et un Bruxellois. Alors, pourquoi cette idée, vous qui vous êtes déjà présenté à la présidence il y a 6 ans, sans succès hélas, vous voulez repiquer pour remplacer Olivier Minguin ? Non, mais d'abord avec un beau succès, parce qu'à l'époque, il y avait eu plus de 30% des électeurs de Défi qui avaient soutenu ma candidature. Mais c'est surtout parce que la journaliste m'avait demandé, et après les élections, le remplacement d'Olivier Minguin, on ne voit pas beaucoup qui pourrait. Je dis, mais pas du tout. Il y a énormément de jeunes talents dans ce parti. Vous me connaissez, moi je suis un enfant du parti, puisque ça fait plus de 20 ans que je m'investis. Mais il y a des nouvelles personnes en Wallonie qui sont exceptionnelles. Et Renaud Duquesne fait partie de celles-là. Il y a aussi des gens comme Jean-Noël Gillard dans le Hainaut. Il y en a d'autres qui sont dans la province de Luxembourg ou à Namur. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que chez Défi, 50% des nouveaux adhérents, voire plus 60%, sont wallons. Donc il faut pouvoir tenir compte de cette composition. Et c'est pour ça qu'on avait émis l'idée d'avoir, dans 6 mois, ce type d'enjeu, de pouvoir avoir des Bruxellois et des Wallons qui se rencontrent beaucoup plus souvent et qui peuvent s'inscrire dans la durée et faire continuer l'engagement du parti dans toutes les provinces. Mais avec une idée de coprésident. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Alors, pour le coup, on n'est pas forcément candidat, mais en tout cas, on a dit on portera ce débat-là aussi pour montrer que le parti est bien vivant et qu'il a énormément de talents qui doivent travailler ensemble. Alors, aujourd'hui, ça veut dire que Défi n'est plus un parti bruxellois, il ne s'intéresse plus aux Bruxellois ? Non, c'est simplement la réalité aujourd'hui de l'enjeu qui nous dépasse finalement, puisqu'avant on avait un peu moins de 100 000 voix dans Bruxelles et la périphérie. Or aujourd'hui, on double quasiment cette audience et plus de la moitié de nos voix sont faites en Wallonie. Et il y a tous les jours des ralliements, des gens qui viennent d'autres partis, mais aussi des gens qui ne viennent avec aucun engagement préalable et qui rejoignent nos idées et qui font aujourd'hui le succès de Défi dans un certain nombre de communes ou de provinces. Qui eût cru qu'on aurait eu un député provincial à Namur ? On a plus de 15% dans des communes à Spa ou Chaudfontaine aux élections communales, alors qu'on n'avait pas forcément, on n'était pas attendu au tournant de ces élections communales. Alors, il ne faut pas regarder simplement le score global, mais cette fois-ci aux élections provinciales aux élections fédérales et régionales, je pense que Défi sera pivot et je pense qu'il y aura une grande surprise en Wallonie et que nous dépasserons largement le seuil de 5%. Dans le dernier sondage, on annonçait un député même dans le Brabant wallon pour Défi. Moi, je suis convaincu qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voter Défi aux prochaines élections. Alors parlons maintenant un peu de Bruxelles, parce que vous êtes sur la liste régionale, vous êtes le chef de groupe, mais vous êtes 5e. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'il y a beaucoup de Scarbécois, beaucoup d'Uclois sur cette liste. Alors du coup, vous n'êtes pas en tête de liste, vous êtes 5e. Vous êtes un peu déçu de cette position ? Pas du tout. Moi, j'ai milité pour que ce soit Bernard Clafailly la tête de liste. Vous savez qu'à un moment donné, on parlait même de moi et d'autres pour tirer cette liste au cas où Didier Gauzoin ne se présenterait pas, ou au cas où Bernard Clafailly préférait effectivement ne pas être candidat ministre-président. Et j'ai appuyé avec d'autres la candidature de Bernard Clafailly et je savais très bien que ça impliquait évidemment que je recule sur la liste, mais la place n'est pas importante. L'important, c'est le projet. Et je suis convaincu que le projet que Bernard Clafailly porte, avec l'ensemble des députés, mais aussi avec tous les nouveaux membres qui s'investissent derrière lui, va permettre à Défi de jouer le podium. Ouais. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, Défi sera dans les 3 premiers, mais comme il n'y a que 2% d'écart entre le PS, Écolo et nous, je pense très sincèrement que tant Rudy Vervoort qu'Alain Marron que Bernard Clafailly vont jouer à 3 la première place et qu'il y a un vrai enjeu de projet. Et je serai derrière Bernard Clafailly, coûte que coûte, je défendrai jusqu'au bout le projet que Bernard portera. Alors justement, il a annoncé que s'il n'était pas ministre-président, il ne siégerait pas au Parlement bruxellois. Alors on ne comprend pas toujours très bien quelle est la véritable règle chez Défi. Alors je vous en propose 3 et vous allez nous éclairer peut-être. La première, c'est siéger là où on vient d'être élu, donc le dernier endroit où on est élu, on siège. Deuxièmement, la liberté de choix complète. Ou troisièmement, si les autres le font, pourquoi pas moi ? Alors je choisis la A, siéger là où on vient d'être élu. C'est la règle que je m'applique. Mais qui ne s'applique pas à Bernard Clafailly. Ça sera la règle qui s'appliquera à tout le monde.
Voilà, c'est la règle que nous avons votée. Ici même, en studio, Bernard Clerfailly a dit que lui, s'il n'était pas ministre-président, il retournerait à Scarbeck. Vous verrez le soir des élections. Je pense que ça sera intéressant de voir le soir des élections. Je crois que tout le monde lui a rappelé la règle et qu'il la fera sienne. Donc la règle est claire pour tout le monde chez Défi. Est-ce que la société civile pique des places chez Défi? Parce que quand on regarde la liste à la Chambre, on voit que le premier, c'est François De Smet, le troisième aussi vient de la société civile. Est-ce que ça veut dire qu'avec les départs des pontes, il n'y a plus assez de politique pour les listes Défi à la Chambre? D'abord, c'est le signe d'un véritable renouvellement et de la force d'attraction que peut représenter Défi. Voir autant de gens venir de la société civile, avoir des engagements aussi incroyables que celui de François De Smet, que je connais depuis 20 ans, que je suis de très loin, et que je ne pensais vraiment pas qu'il pouvait à un moment donné faire ce pas, parce que ça, c'est vraiment l'apanage du courage. Tout quitter, mettre son propre engagement personnel derrière une philosophie politique que celle que l'on porte, moi je trouve que François est un homme non seulement brillant, mais courageux. Et tous ceux qui nous rejoignent et qui font ce chemin-là, et je sais qu'il n'est pas facile. Combien de personnes je ne rencontre pas qui sont directeurs ou qui ont une place importante dans la société et qui ont peur à un moment donné de faire cet engagement à nos côtés parce qu'ils se disent dans notre société, mon employeur ne va pas comprendre, je risque d'être discriminé. Non, l'engagement politique doit être respecté et en plus valorisé. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est très important aussi que dans un parti comme le nôtre, on puisse continuer à se renouveler en faisant effectivement, se nourrissant de cette société civile qui fait finalement l'apanage des partis les plus ouverts. Il y en a d'autres, on n'est pas le seul, mais je crois que c'est sain. Et c'est sain aussi que des députés continuent à s'investir dans la société civile, parce que je pense que ça serait une erreur qu'après avoir fait un passage dans la société civile, beaucoup oublient qu'aujourd'hui, tous les jours, des députés continuent à s'investir dans des ASBL ou autres et font qu'ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Donc moi, j'encourage aussi beaucoup de mes collègues à continuer à avoir une vie sociale, quitte à avoir aussi une vie semi-professionnelle pour pouvoir continuer à être les deux pieds sur terre. Sinon, à être trop souvent dans les hémicycles, on en finit par perdre le contact avec les électeurs. Justement, c'est une critique qu'il y a souvent, notamment sur la démocratie représentative. Alors certains pensent qu'il faut mettre en place des assemblées citoyennes. Et la communauté germanophone a décidé de mettre en place une assemblée citoyenne en parallèle avec son conseil. Les gens seront tirés au sort et ils pourront conseiller des textes aux élus germanophones. Il y a déjà eu le panel citoyen au Parlement bruxellois. Est-ce que c'est une idée qu'on pourrait développer aussi à Bruxelles? Tout ça, ce sont des excellentes idées pour donner plus la parole encore à la société civile. Attention, malgré tout, à ne pas déresponsabiliser le politique. À un moment donné, la décision politique, elle doit être prise par ceux et celles qui représentent la nation. Je pense qu'on ne pourra jamais arriver à faire en sorte que la société bruxelloise soit représentée par quelques élus tirés au sort, qui par ailleurs ne devraient pas rendre des comptes, puisqu'on les tirait au sort, ils ne seraient représentatifs de rien en soi et ne devraient pas dans 3 ans, dans 4 ans, rendre des comptes. Donc il faut faire attention. Moi je pense que les panels citoyens, c'est très important. Je prends un très bel exemple, les abribus par exemple. Vous savez, quand il y a un cahier des charges pour remplacer des milliers d'abribus, c'est réalisé dans les bureaux de la STIP ou des communes pour voir quel est le meilleur abribus, en l'occurrence, que l'on va choisir, tant au niveau du prix que du côté de la qualité, plus haut, plus bas. Moi, je pense que inciter les usagers à choisir ces abribus, impliquer finalement les citoyens qui utilisent tous les jours nos infrastructures dans les décisions politiques, dans la réalisation de celles-ci. Ça serait une belle idée. Et on pourrait à ce moment-là faire la synthèse entre d'une part ceux et celles qui portent la décision politique et d'autre part celles et ceux qui sont tous les jours confrontés à cette décision. Et travailler ensemble en amont des décisions, en impliquant les citoyens, que ce soit pour l'aménagement d'un carrefour ou que ce soit pour l'achat de matériel de la STIP ou des infrastructures lourdes, je crois que ça serait la meilleure solution. Donc par exemple, sur la gratuité des transports en commun, il faudrait demander aux usagers de la STIP s'ils sont d'accord ou non de payer pour leur bus, leur tram. Et il faudrait peut-être demander d'abord à tous les contribuables s'ils sont d'accord de payer 200 millions d'euros de plus d'impôts. Parce que vous savez, donner un cadeau fiscal comme celui de l'abonnement STIB à tout le monde, ça c'est un cadeau qui va coûter 200 millions d'euros. Alors petite anecdote, j'étais le premier en réalité à faire la gratuité sur les abonnements scolaires. En 2012-2013, souvenez-vous, la communauté française était intervenue pour la moitié dans les frais de transport scolaire. L'année suivante, après les élections, elle avait finalement vu que son budget était amputé de dizaines de millions d'euros, elle avait supprimé la mesure et le gouvernement bruxellois a décidé de mettre l'abonnement scolaire à 50 euros. Vous savez, quand j'étais jeune, je payais
plus de 250 € pour aller à l'université, pour payer mon abonnement scolaire de la STIP. Aujourd'hui, c'est 50 € par enfant. C'est déjà un tarif préférentiel. C'est-à-dire, en clair, ça coûte 10 centimes par jour. Donc là, pour le coup, c'est la quasi-gratuité, en fait. Par contre, personne ne parle du vrai problème, en réalité, qui concerne les Bruxellois et les Bruxelloises. Ce sont les gens qui n'arrivent plus à se payer la ville et qui sont obligés, finalement, de quitter la ville à 30 ou 40 kilomètres et qui viennent tous les jours encore en transport ou pas, en voiture, et qu'on pourrait, en fait, inciter à rester vivre en ville. Et ça, ce n'est pas en donnant un abonnement scolaire qu'on va y arriver. Je pense très sincèrement que c'est en diminuant l'impôt sur le travail, parce que les gens disent « Bruxelles est trop cher ». Et donc, si on arrive à faire en sorte de supprimer les additionnels communaux qui pèsent sur le travail, encore 2% sur les communes ça va se mettre à 0%. Exactement. Et on aura supprimé les Eh additionnels. bien, c'est le même cadeau. Eh bien, pour vous dire, ça représente 200 millions d'euros, c'est-à-dire la gratuité de la STIP. Donc moi, si je devais choisir entre les deux, je vous dirais 0% d'impôt à Bruxelles dans toutes les communes. 0%, c'est 10% en clair de pouvoir d'achat qu'on donne aux citoyens. Ils auraient entre 500 et 2500, 3000 € par an de plus de pouvoir d'achat qui leur permettrait de vivre, en fait, en réalité, plus proche de leur travail. Et ça serait, je pense, des dizaines de milliers de voitures en moins à Bruxelles. Et ça serait bon pour l'environnement. Et on n'en parle pas assez. Le fiscal, c'est peut-être le premier levier pour faire de l'environnemental. C'est peut-être aussi le premier levier pour faire du social. Et je pense que ça sera plus intelligent que de faire un cadeau comme celui de la gratuité. Et c'est d'ailleurs un peu démagogique à 2 mois des élections. Un dernier petit mot en matière de mobilité. Le fameux rond-point Churchill, là, on a l'impression que c'est des travaux qui n'en finissent pas. Là, il est soi-disant terminé, mais il n'est pas vraiment terminé. Il doit être encore adapté parce que les camions n'arrivent pas à tourner dans ce rond-point. Quand est-ce que ça va être terminé ? Moi, je suis très déçu par rapport à cet aménagement de rond-point Churchill. D'abord, il y a une erreur de la part de ceux et celles qui l'ont conçu, parce qu'on est à un rond-point un peu comme Montgomery. Il y a plus de 8 avenues qui rentrent dans le rond-point Churchill, et il n'y a finalement qu'une seule bande de circulation alors qu'il y en avait 3 auparavant. Et donc il y a un engorgement complet depuis 2 ans de toutes les rues avoisinantes, matin, midi et soir, avec des accidents, et en plus ils ont mis du stationnement dans le rond-point. C'est un peu comme si vous mettiez du stationnement au rond-point Louise ou si vous mettiez du stationnement dans le rond-point Montgomery. Je suis triste que Mobiris n'ait pas compris ça, et je suis surtout très déçu que la commune d'Uccle n'ait jamais pris son bâton de pèlerin pour faire changer les choses. Elle a au contraire un peu tergiversé et elle a accepté notamment la rupture de charge au milieu du rond-point Churchill, où aujourd'hui, des passants vous étiez dans la majorité l'an dernier. Mais vous savez, j'ai toujours, même quand j'étais dans la majorité, et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que certains ont voulu que je n'y sois plus, j'ai toujours critiqué cet aménagement. Parce que moi je reste cohérent. Et ce n'est pas parce que dans la majorité que je trouve tout d'un coup que tout ce que l'on fait est vertueux. Il faut avoir son esprit critique. Et c'est ce qui fait un peu ma marque de fabrique, c'est de pouvoir porter, majorité-opposition, toujours le même discours. Garder sa ligne. Merci Emmanuel Debock. Demain, je recevrai le tête de liste au régional du PTB. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. À bientôt.